À la une de cette édition, les résultats provisoires des législatives. Sur la ligne de départ, 126 partis politiques et regroupements d'indépendants. À l'arrivée, 15 se font une place à l'hémicycle. La répartition des 127 sièges à suivre dès l'ouverture de ce journal, suivie d'une analyse de la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. Dans ce journal, nous irons à la rencontre d'un fonctionnaire qui fait parler de lui dans le sud-ouest. Son emploi attaché de santé, sa passion l'agriculture et son credo le bio. Lui, c'est Boukari Zongo qui troque sa blouse blanche contre la daba à ses heures libres. Et comme vous allez le voir, de cette passion, il nourrit sa famille et bien plus. Découverte à tout à l'heure. Et puis en Éthiopie, les autorités affirment avoir pris le contrôle de la capitale de la région dissidente, le Tigré. Information non confirmée par le Front de libération du peuple du Tigré en conflit avec l'armée fédérale. Les civils, eux, continuent leur exode vers le Soudan voisin. Merci de nous recevoir chez vous. 15 partis politiques se partagent les 127 sièges à l'Assemblée nationale. Les résultats provisoires des législatives ont été proclamés hier dans la nuit. Selon ces résultats, le MPP se taille la part du lion avec 56 députés, suivi du Congrès pour la démocratie et le progrès, 20 sièges. La répartition complète dans ce compte-rendu de Salifou Belem et Sébastien Zongo. Le récapitulatif des résultats provisoires des élections législatives du 22 novembre dernier place, selon le nombre de sièges obtenus, le mouvement du peuple pour le progrès en tête des 15 partis ayant obtenu un siège de député à l'Assemblée nationale. MPP, Mouvement du peuple pour le progrès, 56 sièges. CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, 20 sièges. NTD, Nouveau Temps pour la démocratie, 13 sièges. UPC, Union pour le progrès et le changement, 12 sièges. UNIPS, Union pour la renaissance parti centraliste, 5 sièges. Le MBF obtient 4 sièges, l'ADF-RDA, le PDC et le RPI obtiennent chacun 3 sièges. Le CNP et le mouvement Agir Ensemble récoltent chacun 2 sièges, l'APR Tiligré, le CSP G3, le PDS et le PUR obtiennent chacun 1 siège. Nous venons avec 56 sièges, ce qui est une majorité certes pas absolue, mais avec nos alliés de la PMP, puisque vous savez que le candidat ou le président Kabouré qui a été élu a été aussi porté par des partis de l'alliance de la majorité présidentielle. Si nous ajoutons cette moisson des partis alliés, nous sommes largement au-dessus de la majorité absolue qui est de 64 députés. Donc le camp présidentiel est tout à fait satisfait et heureux de ces résultats. Très satisfait de ce que le NTD a pu engager comme député, parce que nous passons presque, pas du néant, mais quand même à une place de 4e, 5e, nous passons à la 3e place de force politique dans notre pays. Il y a de quoi être satisfait. Avec 13 députés, c'est quand même pas mal. Le mouvement du peuple pour le progrès rafle 6 des 16 sièges de la liste nationale, 2 pour le CDP, 2 pour l'UPC, 6 autres partis engrangent chacun 1 siège de la liste nationale. Constaté, certains partis politiques au sortir de ces élections ont consolidé leur siège et certains ont même renforcé leur présence à l'Assemblée. À l'inverse, d'autres ont perdu du terrain ou ont même disparu de l'hémicycle. L'analyse de la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale est faite pour nous par Boukari Ouedraogo. Après les présidentielles, la Commission électorale nationale indépendante vient d'accomplir sa mission en proclamant les résultats provisoires des législatives. Près de 3 millions, soit plus de 50% des Burkinabés, se sont rendus aux urnes pour élire leurs représentants qui auront désormais la charge de contrôler l'action gouvernementale et voter des lois. Un regard dans les rétroviseurs nous permet d'apprécier la nette évolution du mouvement du peuple pour le progrès qui, de 55 députés en 2015, vient de gravir encore une marche en affichant à son compteur 56 députés.
Au rang des partis qui ont amélioré leur score, vient en deuxième position le NTD qui a fait fort car de 3 députés en 2015, il a cette fois augmenté sa cagnotte avec 10 députés de plus. Le Congrès pour la démocratie et le progrès a aussi augmenté sa moisson en ajoutant 2 nouveaux députés sur les 18 de 2015. Le parti qui paye le prix fort à ces élections législatives de 2020 est bien évidemment l'Union pour le progrès et le changement qui a vu sa mise dégringoler car de 33 députés en 2015, il se retrouve avec 12, soit 21 qui ont quitté la barque. L'UNIR PS de Benwende Sankara a gardé la constance et est resté fidèle à son chiffre 5 en 2015, tout comme en 2020. Même scénario pour le PDS Metba qui a conservé son unique député. Et que dire de l'ADF-RDA qui a maintenu le cap tout en conservant lui aussi ses 3 sièges à l'hémicycle. Les partis qui ont vu leur tableau de bord s'assombrir sont l'ANAFA qui n'a pas pu rééditer son exploit de 2015 et du coup perd ses 2 sièges à l'Assemblée nationale. Même constat pour le parent de Laurent Bado qui de 2 en 2015 n'a effectué aucune moisson en 2020. Il n'est pas seul. L'ODT, l'UBN, le RDS, le MDA, le MBF et le Faso Autrement qui avaient chacun un député verront désormais très loin l'Assemblée nationale avec bien évidemment l'espoir du revenir en 2025. Pour cette année 2020, l'hémicycle sera assez coloré en enregistrant de nouveaux partis comme le MBF avec 4 députés, le RPI et le PDC de Sarah Sérémé avec chacun 3 députés. Le CNP et Agir Ensemble se sont arrogés 2 députés chacun. Le PUR, l'APR Tilgré et le CPS G3 ont refusé de se faire compter le fonctionnement de l'Assemblée nationale en y envoyant chacun un représentant pour cette aventure parlementaire de 2020. Pour le double scrutin d'il y a une semaine, l'association Dialogue sans frontières a déployé 120 observateurs dans 6 régions du pays. Des observateurs qui ont noté des élections apaisées et démocratiques malgré quelques difficultés qui, selon l'association, ne mettent pas en cause la crédibilité du scrutin. Les observations de l'association ont été portées à la connaissance des hommes et femmes de médias ce samedi. Roger Kam et Vincent Kendribilgo pour le point. L'association Dialogue sans frontières a eu une part active au processus électoral au Burkina Faso. La veille et les jours J du scrutin de dimanche 22 novembre, cette association présidée par l'ambassadeur Philippe Savadgo a déployé des observateurs sur le terrain, question de voir l'organisation pratique et le déroulement du vote dans une bonne partie du territoire national. Ces observateurs électoraux n'ont pas manqué de dysfonctionnements à signaler, quelques démarrages tardifs dans certains bureaux de vote ou des insuffisances dans la gestion du bureau et le déploiement, mais pas de quoi remettre en cause la crédibilité du scrutin. Dialogue sans frontières participe ainsi à la veille sur tout manquement préjudiciable à un processus électoral apaisé. Dialogue sans frontières souhaite voir le futur que nous voulons, mais aussi le futur que veulent les enfants. Autour de Dialogue sans frontières, nous avons des prérogatives. Et les prérogatives là, c'est la capacité de réfléchir sur des questions qui nous concernent, mais qui concernent la jeunesse, qui concernent les femmes, qui concernent des préoccupations. Cette association compte dans ses rangs des anciens ministres et présidents d'institutions ainsi que plusieurs personnes aux ressources qui ont travaillé à des recommandations à même d'améliorer l'organisation des élections futures au Burkina Faso. Pour cette période post-électorale, le ROJALNU, le réseau des organisations de jeunes africains, leader des Nations Unies, dit avoir mis en place une équipe de veille pour le maintien de la paix et la cohésion sociale. Le ROJALNU félicite du reste à l'opposition pour sa démarche de décrispation et salue la participation des jeunes aux élections. Rasmane Zundi et Amandine Lalsaga nous en disent plus. Le réseau des organisations jeunesse africaines,
leader des Nations Unies pour les objectifs du développement durable, félicite ici le gouvernement et la classe politique pour le bon déroulement du double scrutin du 22 novembre. Dakiri Sawadougou et ses camarades du Rojalnu soulignent cependant des irrégularités relevées par leurs observateurs sur le terrain. Des irrégularités qui, selon eux, ne sont pas de nature à remettre en cause les résultats. Nous sommes donc heureux de constater que les acteurs politiques ont pris la résolution de respecter les résultats issus des urnes et nous les invitons à travailler continuellement à l'apaisement, au respect des règles démocratiques, à garder le cap de respecter les résultats issus des urnes et si nécessaire faire recours aux voies légales et dans une démarche républicaine pour la résolution des cas de contestation et réunir les éléments de preuve dans ce sens. Le réseau invite les acteurs politiques au respect des valeurs de la démocratie, fondement d'une nation. Et pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale, les membres du Rojalnu entendent jouer leur partition. Nous mettrons sur pied une équipe de veille sur la situation post-électorale et travaillerons sur un projet de cohésion sociale, de réconciliation, de paix et de sécurité. Le Rojalnu fait une mention spéciale à la jeunesse burkinabé pour sa participation aux échéances électorales. Il invite par ailleurs les jeunes à une participation citoyenne et responsable au développement du Burkina. Cap sur le sud-ouest, précisément Djankado, à quelques encablures de Gawa, où un fonctionnaire fait parler de lui, son emploi attaché de santé, sa passion l'agriculture et son credo le bio. Lui, c'est Boukari Zongo qui troque sa blouse blanche contre la daba à ses heures libres. Et comme vous allez le voir, de cette passion, il nourrit sa famille et bien plus. Allons à sa rencontre avec Elvis Tuina et Lambert Souma. Du riz, du maïs et bientôt la production maraîchère. Nous sommes à Djikando dans l'exploitation de Boukari Zongo. Cet attaché de santé a une passion pour l'agriculture. Je suis fils d'un paysan. J'ai appris avec mon père. Donc ce que j'ai appris avec mon père, c'est cultiver, c'est élever. Dans tous les postes que j'ai eu à occuper ou mes lieux d'affectation, j'ai toujours cultivé. Et je suis venu à Gawa en 2003. Donc à partir de 2004 jusqu'à l'heure où je parle, moi j'ai toujours cultivé. 3 autres fonctionnaires ont des parcelles sur ce site. Malgré les occupations de service, Boukari Zongo trouve toujours du temps pour s'occuper de son exploitation. Les obstacles, on peut les lever. Mon week-end, je suis au champ du matin au soir. Les jours fériés, je suis au champ du matin au soir. Donc pour moi, non, je trouve le plaisir de le faire. Depuis 16 ans, la production issue de son site est consommée par les membres de la famille. Dans son champ, pas question d'utiliser des produits chimiques. J'ai 1 hectare de riz et le maïs à peu près 0,50. À partir de 2004 jusqu'à l'heure où je parle, je ne sais pas combien coûte par exemple un sac de maïs. Je ne sais pas. Si on me demande comment coûte un sac de maïs, je ne sais pas. Et le riz, c'est pareil. Je consomme ce que je produis. Et je sais, par exemple, que je n'ai rien utilisé comme pesticide dans mes champs. Ce que je mange là est de qualité. Mon surplus de production, j'évacue ça au village pour les besoins de la famille. Pour Boukari Zongo, le statut de fonctionnaire ne doit pas empêcher d'entreprendre. C'est pourquoi il invite les autres à oser. La principale difficulté est le manque de main-d'œuvre. La majeure partie des jeunes ont migré vers les sites d'orpaillage. Retour à Ouagadougou où le transport sécurisé des échantillons biologiques était en question. À la recherche de solutions idoines, surtout dans un contexte de Covid, le ministère de la Santé et ses partenaires étaient en conclave. Sur la rencontre, on en sait davantage avec Amadou Ilboudo et Vincent Kendribogo. Comment faire le transfert des échantillons biologiques en toute sécurité? Le système intégré de transport des échantillons biologiques répond à cette préoccupation. Cette rencontre avec les acteurs du secteur de la santé consiste à une prise de décision conséquente pour mieux appréhender ce système. Le système de transport intégré qui a été mis en place et qui travaille à rendre plus efficaces les actions des services de santé, mais surtout travaille à faire en sorte que nous puissions avoir des données et pour pouvoir prendre des décisions en matière de gestion des situations de flambées sur le terrain. Et vous savez qu'avec la pandémie Covid, c'est une situation qui est vraiment importante, qu'on puisse rapidement avoir des réponses
face à des situations, événements particuliers qui se passent sur le terrain, que les prélèvements montrent au niveau du laboratoire et qu'on ait des résultats afin de prendre des décisions qui vraiment ont des tenants assez probants. Nous faisons des contrats avec effectivement la Poste, mais il y a l'ONG Davicas, mais d'autres partenaires tels que l'OMS et CDC Atlanta qui accompagnent le processus. Ce système existait depuis 3 ans sur une phase pilote qui a fait ses preuves selon les techniciens, ce qui a abouti à son lancement officiel en janvier 2020. Cette phase pilote a été mise en œuvre dans tous les districts sanitaires du Burkina Faso. Retrouvons à présent la caravane du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST. Elle était les 26 et 27 novembre à Kaya avec le même message. Prudence et encore prudence, le sida est là et fait des victimes. Pour faire passer le message, des activités ludiques telles que les jeux, la danse et la musique ont servi de support, nous disent Césaire Carrefour et Ismaël Diloma Sirima. Pendant 2 nuits, les populations de Kaya ont communié avec l'équipe du SPCNLS, le secrétariat permanent de lutte contre le sida et les IST. Des jeux et diverses distractions étaient au programme pour rappeler que le sida fait toujours des victimes. Attention, faites attention parce qu'il y va de votre vie, parce que quand on contracte cette maladie, on ne peut pas en guérir, c'est pour toute la vie. Donc faites attention et à l'occasion, il y a le test de dépistage qui est à côté. On demande à chacun en tout cas de connaître sa sérologie et ça peut en tout cas aider la personne à savoir se contrôler, à savoir en tout cas se comporter pour éviter d'être en tout cas contaminé. Dans ce combat contre le VIH-Sida, le SPCNLS est accompagné par des artistes. Ils invitent les jeunes à adopter des comportements responsables. On a tendance à oublier le sida, alors que le sida est toujours une réalité. Le sida existe, le sida ravage toujours. Donc il faudra que nous gardons toujours nos habitudes, c'est-à-dire l'abstinence, se protéger, voilà, se dépister à temps et suivre les conseils des personnes avisées. En plus de ces mots, le public a été exhorté à bannir la stigmatisation des personnes infectées par le VIH. La lutte contre l'apatridie, notamment au sein des déplacés internes, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en a fait un de ses combats aux déplacés internes de la région du Centre-Nord à leurs enfants. Il a remis des documents d'identité. Le témoignage de Constantin Ouedraogo et Moussaki. La petite Mariam Sarba, vous ne verrez pas son image, est désormais et officiellement burkinabé. Sa mère Zenabo Arba prend ici l'extrait de naissance et le certificat de nationalité de sa fillette, âgée d'1 an 4 mois. La famille a quitté le Mali pour cause d'insécurité. Dieu merci et merci aussi aux responsables de HCR. Nous étions dans l'obligation de chercher ces documents et voilà que le HCR nous les a donnés. Cette opération concerne plusieurs enfants. Environ 700 Burkinabés retournés du Mali. L'acquisition de ces documents d'identité permet de lutter contre l'apatridie, selon les responsables de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Ce que nous souhaitons au travers de cette opération, c'est vraiment fournir un document d'état civil, mais aussi certificat de nationalité, les personnes retournées, les Burkinabés retournés du Mali, afin qu'elles puissent comme ça jouir de leurs droits de citoyens burkinabés et qu'elles ne soient pas à risque d'apatridie au Burkina. Nathalie Imbenoun et son équipe promettent à ces hommes et femmes la visite prochaine d'une équipe de l'ONU pour leur rétablir les cartes d'identité burkinabé. L'université professeur Joseph Kizerbo se dote d'une stratégie de communication, la toute première de son histoire, couvrant la période 2020-2023. Le document en cours de validation se veut un instrument de planification et de pilotage des actions de communication et de développement de ce temple du savoir. Bernard Kombelem et Sekou Zongo. L'université Joseph Kizerbo se dote d'un plan stratégique de communication. Un plan stratégique 2020-2023 qui devrait permettre à ce temple du savoir de planifier ses actions
afin de remplir les missions qui lui sont assignées. Aujourd'hui, nous avons cet outil qui va nous permettre de communiquer sur notre vision, notre politique de développement institutionnel, afin que notre université réponde à ses attributions régaliennes, notamment concevoir, transmettre le savoir, la formation et une recherche qui soit utile à l'administration, aux collectivités, aux entreprises. Mais également, ce outil-là va nous permettre de communiquer. Le document ici présenté aux chefs des unités de formation et de recherche, aux directeurs centraux et rattachés, au personnel de l'université, constitue désormais la feuille de route de la politique de l'université Joseph Kizerbo. L'université pêche par humilité ou par excès de modestie. Elle ne met pas en valeur toutes ses ressources, toutes ses compétences, alors que nous avons l'une des meilleures universités de l'Afrique francophone. Il faudrait qu'on soit moins modeste et qu'on communique davantage pour montrer ce que nous savons faire, et nous savons faire beaucoup de choses et comme il faut. Renforcer les ressources humaines et aussi financer les activités de communication au sein de l'université sont entre autres les moyens nécessaires pour réussir la mission. Le budget alloué à l'opérationnalisation du plan stratégique de communication est estimé à 791 millions de francs CFA. Un mot de l'actualité internationale pour finir ce journal et nous vous amenons en Éthiopie où les autorités affirment avoir pris le contrôle de la capitale de la région dissidente, le Tigré. Information non confirmée par le Front de libération du peuple du Tigré en conflit avec l'armée fédérale. Les civils, eux, continuent leur exode vers le Soudan voisin. En Éthiopie, le Premier ministre a annoncé ce samedi soir que l'armée fédérale avait pris le contrôle de Mekele, la capitale du Tigré. Cette région dissidente est le théâtre d'une opération militaire engagée il y a 3 semaines. Les autorités locales sont issues du Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF, que combat le gouvernement d'Addis Abeba. Le chef de l'armée éthiopienne, le général Jula, assure que ses troupes sont en train de chasser les membres du TPLF. Pour l'heure, les responsables tigréens n'ont pas réagi à ces déclarations. Concernant le bilan de cette offensive militaire, il est très difficile d'avoir des informations indépendantes. Le Tigré est quasiment coupé du monde depuis le début du conflit. Mais d'après l'ONG International Crisis Group, les combats auraient déjà fait plusieurs milliers de morts. Ce qui est sûr, c'est que des milliers de personnes ont fui cette région en proie à la violence et ils sont nombreux à avoir trouvé refuge au Soudan voisin. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés s'est rendu ce samedi dans un camp géré par l'ONU au Soudan, non loin de la frontière. Et il a appelé la communauté internationale à aider financièrement le Soudan pour faire face à l'arrivée massive de réfugiés en provenance de la région du Tigré. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Une autre équipe vous retrouve demain. À bientôt.